L'économie dans ces temps anciens est plutôt une économie domestique à 3 dominantes, l'agriculture, la manufacture urbaine et le commerce national et international. Alors le sujet travail me permet de vous parler de paysannes, de domestiques, de travailleuses dans l'artisanat et dans l'industrie, des marchandes et principalement des marchandes en gros, celles qu'on va appeler plus tard au XVIIIe siècle les négociantes. Et puis enfin, je vous parlerai d'une évolution du travail au XVIIe siècle en prenant exemple sur l'hôpital général. Alors je vous expliquerai ce qu'est l'hôpital général et on se posera la question de savoir si les femmes y ont gagné ou y perdent. Alors nous allons commencer par les femmes dans les campagnes. Alors quelques images pour planter le décor. À gauche, vous voyez une image du XVIIe siècle de Lenain, du peintre Lenain, et vous les voyez, ces paysans qui sont malheureux, hein, ça se ressent immédiatement, alors qu'à droite, c'est une image du XVIe siècle. Et vous verrez qu'il y a une dégradation hein, dans cette paysannerie entre le XVIe et le XVIIe siècle. Là, vous voyez, ils sont je dirais, plus gras, hein, vous voyez, ils sont plus dodus, hein, et ils ont l'air un peu taquins, je dirais, alors que ce n'est pas du tout la même image que celle du XVIIe. Vous avez la date ici, hein, 1512. Alors d'autres images ici, donc c'est un calendrier de l'époque, on va dire. Donc à gauche, on voit les femmes hein, qui s'occupent des bêtes. Hein. On a quelques hommes hein, également. Donc c'est très mixte hein, et les tâches sont tout à fait faites ensemble hein, et il n'y a pas de séparation. À droite, c'est le mois de décembre. Et là, nous voyons une boulangère. Hein, c'est là le rôle des femmes à l'époque. Elles boulangent, comme l'on dit. On les trouve facilement hein, dans les images. Et puis là, pareil, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais bon, voilà, il y a une femme avec un homme qui s'occupe du feu. Alors, une autre image ici que j'aime beaucoup, c'est une image de la fin du Moyen-Âge. Et nous avons donc l'homme qui sème, ça c'est aussi c'est un stéréotype, hein, et la femme, cette faible femme, comme on va dire plus tard, qui a un énorme panier qu'elle soulève, hein, de graines certainement, et donc là on voit bien que les femmes ne sont pas si faibles que ça. À droite, une image du XVe siècle d'une paysanne, pareil, c'est comme au XVIe siècle, elle est bien habillée, elle a l'air d'être épanouie, on dirait aujourd'hui. Une femme qui baratte, hein, nous sommes en Bretagne, donc cela doit vous parler. Une femme qui tond, mais avec l'homme, vous voyez, ce n'est pas séparé. Et puis, alors la rustique française, la rustique françoise, comme l'on disait au XVIe siècle, hein, et avec ses oies et ses œufs, hein, et elle va gaillardement, elle est pareille, elle n'est pas maigre, hein, vous voyez. Ce sont des images donc qui reflètent une période. Ici, des femmes, toujours ces faibles femmes, comme l'on dit. Hein. Il y en a une qui porte les fagots et l'autre, donc, des seaux, avec toujours hein, des canards, des oies, etc., etc. Et à droite, une moissonneuse. Voilà pour vous planter le décor. Alors, ces femmes, donc, comme je vous le dis, ne sont pas toutes miséreuses et dépendantes. Les femmes roturières peuvent être à la tête de leur exploitation. Ces exploitations sont reconnues comme telles par leurs contemporains. Alors on peut le constater par l'épisode tragique que je vais vous rapporter d'une lettre de pardon. Alors la lettre de pardon, c'est une lettre de grâce royale. Cette lettre est datée de 1520. Il s'agit de Jeanne Sérance et son époux Pierre le Cerclier. J'en profite pour vous préciser que les femmes jusqu'au XVIIIe siècle gardent leur nom de naissance. Hein, c'est un usage qui est venu très tardivement et qui est très français. Donc Jeanne Sérance et son époux, Pierre le Cerclier, rentrent d'une journée festive et rencontrent leur voisin, Massé-Chassé. Celui-ci s'adresse directement à la femme. Je cite « Vos bœufs sont en mes navaux, ayant été par 3 fois. » Pour réparer les dégâts, elle accepte de le dédommager en lui donnant un grand pain. Le mari intervient alors et envenime les rapports avec leur voisin.
Jeanne, prenons ces porcs. La réponse de l'épouse fuse sans détour. Ils ne sont pas à lui, ils sont à nous, montrant que le mari ne reconnaît même pas ses propres bêtes. Humilié devant son voisin, il essaye de se montrer sous un meilleur visage, celui du bon exploitant. « Je vous avais dit que votre chambrière et vous eussiez mené les bœufs en la close du pommier. » Puis il décrit, courant après ses bêtes maladroitement, comme s'il faisait cette tâche pour la première fois. Il finit par prendre une pierre, la jette sur sa femme et la tue. Oui, il est un peu énervé. Alors, que nous dit cet épisode ? Jeanne Sérance s'occupe du bétail qui est sous sa responsabilité. Son mari ne s'y intéresse guère. La preuve est que Massé-Chassé, donc leur voisin, néglige de s'adresser au mari. Seule l'épouse est au courant, c'est elle qui gère, finalement, et peut résoudre son problème du bétail, échapper sur ses terres. Jeanne s'occupe également du pain qu'elle doit boulanger elle-même, puisque c'est son rôle. Ce sont deux travaux de femme, le bétail et la boulange, qui lui permettent de manifester une certaine autonomie et une certaine domination sur son mari. Mais vous voyez quand même que ça peut se finir mal pour elle. Au XVIIe siècle, le travail dans les campagnes peut même être salarié. Alors voici un exemple du contrat de travail de 1696. Donc là, vous voyez, on fait un bond de près de 2 siècles, que je résume. Il est établi entre Nicolas Monnier, tailleur d'habits, à Nantes. Alors un tailleur d'habits à Nantes veut dire qu'il est assez riche et bien établi. D'une part, et Pierre Pasquier, laboureur, et Jeanne Jallet, sa femme, demeurant à Sautron. Sautron, c'est tout à côté de Nantes. D'autre part, la durée du contrat est de 5 ans, pendant lesquels le couple logera chez l'employeur à Couëron, lieu où ils travailleront. Alors Nicolas Monnier emploie, je cite, ladite Jallet, en qualité de servante domestique, soit à raiser, défragouler les vignes, bêcher et ensemencer le jardin, veiller à la garde, nourriture et conservation des bestiaux, travailler fil et tout ce qui lui sera commandé. Alors quant au mari Pierre Pasquier, il fera 2 journées de son travail par semaine, sans salaire, que de sa nourriture, et outre aidera sa femme à cultiver, graisser, ensemencer les 2 jardins de la maison. Alors manifestement, c'est la femme qui est employée et le mari profite des compétences agricoles reconnues de son épouse pour être logé gratuitement sur une exploitation agricole et en tirer les fruits. Mais il n'est pas salarié. Alors avant de passer à la catégorie suivante, les domestiques, je voudrais faire un point sur les idées reçues. Parce que nous en avons beaucoup. Alors là, j'ai dû sauter une... Ah oui, il y en a une qui a sauté. Ah bah zut alors. Bref, c'est ma faute. Les femmes ne pouvaient pas travailler en dehors de leur foyer. Ça, c'est le premier point. C'est une idée. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit quand j'étais jeune. Et les métiers étaient réglementés en corporations qui étaient constituées uniquement en communauté masculine. Ça, c'était le premier point. Donc, les femmes ne pouvaient pas travailler. Le deuxième point, si les femmes mariées travaillaient, elles ne pouvaient pas exercer d'activité indépendante de leur mari. Elle était, par exemple, marchande avec son mari marchand. Mais elle devait faire la même activité de marchandise. Troisième point, les filles célibataires devaient chercher à se marier, sinon elles finissaient au couvent. Il n'y avait pas de filles célibataires. Quatrièmement, les femmes qui réussissent dans une activité professionnelle ne sont pas des créatrices. Elles vont transmettre un bien, mais elles n'auront rien créé. Nous allons donc combattre ensemble ces idées reçues et les déconstruire. Alors nous allons parler maintenant des domestiques, à la campagne et à la ville. Alors je vous ai juste mis une petite illustration sur cette diaporama. Donc à gauche, nous avons des costumes de paysannes, mais vous avez également une chambrière de Saumur. Et à droite, pareil, vous avez les costumes de servantes, chambrières encore, paysannes, etc. Mais nous avons là donc des chambrières. C'est ce qui nous intéresse. Donc les serviteurs et les domestiques, je dissocie les deux parce que le mot domestique a un autre sens au XVIe siècle. Mais au XVIIe siècle, nous allons retrouver le mot domestique tel que nous l'entendons aujourd'hui. Au XVIe siècle, on parle de serviteurs. Donc ces serviteurs et plus tard donc ces domestiques ne forment pas une catégorie à part,
car ils s'insèrent dans la communauté où ils vivent. Dans une communauté à la tête de laquelle se trouve toujours un maître et une maîtresse. Nous trouvons leurs traces dans les contrats de mariage, dans les testaments, dans les pièces juridiques, etc. Au XVIe siècle, donc le terme de serviteur, où on trouve aussi serviteur avec un E pour les femmes, est utilisé dans le sens au service de. Le serviteur peut être un parent, même chez les nobles. Vous avez des cadets qui servent leur aîné. D'autant que le service fait partie de l'éducation d'un enfant. On va retrouver l'enfant d'un noble page, par exemple, dans un autre château. L'enfant du village s'associe au travail de la communauté et va même changer de village, par exemple, où il trouvera un autre parent. Le besoin de main-d'œuvre explique la propension des hommes et des femmes à devenir domestiques, même temporairement. Ils ne sont pas forcément rétribués, mais en contrepartie, ils sont logés et nourris. Ceux qui sont salariés récupèrent leurs gains à la fin de leur service, même au bout de plusieurs années. Le point commun entre ces serviteurs au sein d'une même maison est le célibat, qui semble être une nécessité. Parfois, une femme mariée reste domestique conjointement avec son époux, particulièrement dans les maisons nobiliaires. Dans les deux cas, les domestiques requièrent l'autorisation de leur maître et maîtresse. Parmi les serviteurs, la chambrière est le minimum requis dans une maison. Alors, je relève 3 types de chambrières. Celle du curé, ce qui est souvent sa concubine. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que ça soit mal vu. Les domestiques, donc les chambrières, dans les maisons nobles, celles des bourgeois également, mais vous les trouvez dans les maisons des roturiers, même des roturiers qui ne sont pas riches. Les relations entre les domestiques et leurs maîtres et maîtresses sont parfois conflictuelles. Alors, par exemple, dans les sources de la police de la ville de Nantes de 1566 à 1575, j'ai trouvé des condamnations au sujet du paiement des gages non effectués en fin de service. Alors, par exemple, en 1575, Madeleine Mabie est enfermée chez sa maîtresse car elle désire se marier et donc quitter sa maîtresse. Le conflit se termine devant les échevins qui obligent la maîtresse de la chambrière à payer ses gages, malgré donc cette relation de domination et de possession opérée sur la domestique. La police lui donne raison à la domestique. Bien entendu, cette source ne montre que des conflits. La lecture des testaments donne une autre vision des relations entre les maîtres et les maîtresses et leurs gens. Les malades et les mourants y consignent leurs souhaits de legs. Ces vœux nous informent sur les gens qui les entourent ou qui sont à leur service. Alors, je vous donne un exemple. En 1593, Jeanne de Goulaine donne à Roberte Lebris, qui est sa fille de chambre, la somme de 200 écus et tous ses accoutrements de laine, camelots, moquettes et toutes mes petites lingeries qui lui servent ordinairement, chemises et autres petites lingeries. Alors, elle rembourse sa fille de chambre qui lui a avancé la somme de 52 écus, ce qui est beaucoup. Ça veut dire qu'elle n'est pas pauvre, cette fille de chambre. Pour l'acquisition de médecine chez un apothicaire à Rennes. Donc, ça veut dire qu'elle a été faire de mémoire, c'est une personne qui vit à Nantes. Elle est allée donc à Rennes, cette fille de chambre, pour sa maîtresse qui vit à Nantes, et elle a payé pour elle l'apothicaire. Et elle lui a ramené ses médicaments. De même, donc, cette maîtresse donne à Mathurin Cadio et Jeanne Puissance, sa femme, je cite, pareille somme de 100 écus, outre les payer de ce qui leur reste de leur gage. Donc, elle n'oublie pas qu'elle leur doit leur gage, et en plus, elle leur donne 100 écus, à eux deux, on suppose. Elle ajoute ne pas vouloir que la dite Jeanne soit recherchée des vieux linges que lui est baillé en charge. Ça veut dire qu'elle a donné des vieux linges, des vêtements qu'elle ne portait plus, et elle ne veut pas que, par exemple, ses enfants viennent retirer ces linges, ces vêtements à cette femme. Donc, elle remercie le couple à son service depuis plusieurs années. Alors, on peut se poser la question, à partir de quel âge les jeunes filles et les jeunes garçons sont-ils mis au service des plus âgés? Alors, j'ai rencontré, par exemple, Raoulette Bréget, qui a environ 10 ans, quand elle reçoit une pierre par accident. Je cite, « Comme elle conduisait des bêtes qui appartenaient à Guillaume Thomas, auquel elle était serviteur. » Vous voyez, c'est ce qu'on trouve dans les sources.
Quant à la jeune Kathleen Caluès, elle a 12 ans quand elle est mise au service de son oncle et sa tante comme servante et chambrière. Donc ces jeunes filles sont dans les champs très très jeunes. Elles gardent, mais ça a duré. Hein. Moi, pour ma part, je sais que ma grand-mère était dans les champs à 8 ans. Elles gardent, comme les garçons, le bétail, ramassent le bois et participent aux travaux des champs. Elles sont nommées serviteurs ou chambrières. Les garçons, je ne les oublie pas quand même, serviteurs ou valets. Alors, où trouver cette main-d'œuvre nécessaire? Les terres et les villages des seigneurs sont des réserves de domestiques pour leur maison. Alors, je me suis intéressée à un journal que vous connaissez peut-être parce qu'il est assez connu, le journal de Gouberville. Alors, il s'agit de Gilles Picot, sieur de Gouberville, en Normandie, dans le Cotentin, qui prend soin de ses serviteurs, filles et garçons, issus de la communauté donc, qui est sous sa protection. En revanche, on voit dans son journal qu'il loue les services de femmes à la foire ou au marché pour des durées limitées. Alors celles-ci sont payées en numéraire pour leurs services. Il est manifeste qu'elles servent aussi au plaisir sexuel des hommes. Parce que dans ce manoir, il n'y a pas de femme en dehors des serviteurs, puisqu'il a refusé de se marier. On ne sait pas trop pourquoi. Mais on sait qu'il loue ses filles régulièrement parce qu'il a codé son journal par moment, mais on a décodé ce code, et il explique donc en effet que ce sont pour des plaisirs sexuels qu'il les a loués. Elles reçoivent pour cela des cadeaux comme des épingles ou des souliers. En revanche, quand un homme du manoir harcèle une fille de la communauté, Gilles de Gouberville a le devoir de la protéger et de lui rendre justice. Ça aussi, on le voit dans son journal. Il fait la police et il protège les filles de sa communauté. Donc, appartenir à une communauté donne une position sociale pour ces femmes et des droits, même pour les serviteurs, hommes comme femmes. Cependant, isolés, mais libres, ils perdent et elles perdent cette protection. Pourtant, quantité de domestiques quittent les campagnes pour les villes. C'est une migration qui favorise le passage d'une société féodale à celle mercantiliste au XVIIe siècle, principalement donc sous Louis XIV. Alors, nous allons passer donc à un autre sujet, les femmes dans l'artisanat et l'industrie. Alors, je vous ai mis quelques illustrations également. Donc ici, vous avez donc une tisseuse sous les traits de Pénélope, mais bon, c'est une tisseuse. Nous avons ici une autre illustration donc, sur le textile, avec que des femmes, alors qu'ici, ils ont mis quand même un homme. On ne sait pas ce qu'il y fait, mais bon, c'est comme il y a ces Pénélope, soi-disant, on sait que ça n'a pas trop lieu, il n'y a pas de lien avec le tissage. Toujours, le tissage est bien sûr très très bien représenté. J'aurais pu vous mettre beaucoup plus d'illustrations. Donc ici, on a le tissage de la soie. La soie est vraiment réservée aux femmes. Les hommes s'y sont essayés et tout a raté. Donc au bout d'un moment, les hommes ont arrêté, ils ont laissé faire les femmes. Donc c'est toujours un travail de femme. Et nous avons bien sûr ici le rouet, une image classique. Une dentelière au XVIIe siècle. Pareil, une autre dentelière à droite. Et je vais m'arrêter là parce que je veux vous parler de cela. Mais d'abord, je vais vous dire deux mots quand même d'une historienne qui s'appelle Nicole Pellegrin. C'est elle qui m'a tenté vers cette étude sur le travail, parce qu'elle, il y avait travaillé, étudié pour le XVIIe siècle, et donc elle rencontrait pour le XVIIe tous les noms de métiers possibles et inimaginables au féminin. Donc, par exemple, on ne dit pas femme peintre, on dit peintresse. On ne dit pas femme d'orfèvre. Non, c'est une orfèvresse. On dit apprentice pour les apprentis. Et celles qui tiennent, alors je pourrais vous citer mille termes, mais je termine par celles qui tiennent les bureaux de placement, qui se nomment les recommanderesses. Voilà. Donc, les noms de métiers qui, de nouveau, réapparaissent depuis quelques années. Nous n'avons rien inventé, nous avons été les puiser au XVIe siècle, début XVIIe, et je vous rappelle que tous ces noms de métiers ont été, j'allais dire exterminés, supprimés par l'Académie française à partir de Richelieu.
c'est un rappel. C'est pour ça que nous tenons beaucoup à ces noms de féminins, hein, des travailleuses. Alors, il y a quelques années, je suis allée, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 5 ans peut-être, je suis allée, j'étais encore en vacances en Bretagne, et je suis allée au musée à Quintin. C'est un musée du lin. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande. Donc là, j'ai pris une photo de leur site web. Et nous y voyons une famille, là, et dont une petite fille qui s'essaye à un instrument archaïque. Je dois vous avouer que j'avais été très émue à l'époque de cette visite guidée. On nous avait vraiment, le guide nous avait vraiment parlé des conditions sociales et les conditions de travail qui étaient épouvantables. Et donc, voilà, c'est une spécialité quand même de Bretagne, hein, le lin. Et l'industrie toilière, hein, bretonne au XVIe siècle est déjà très célèbre. Ce sont les toiles de chanvre, les canevas de vitré, les aulonnes de Locronan. Au XVIIe siècle, ils sont célèbres pour ce qu'on appelle les craies du Léon, qui est une toile très très fine, hein, qui servent à faire des belles chemises. Et enfin, les Bretagnes de Quintin, puisque nous sommes à Quintin, vers le marché américain au XVIIIe siècle. Et c'est un travail qui s'est vraiment une qualité de travail qui s'est détériorée au fur et à mesure, hein, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors on y trouve les femmes, hein, bien sûr, tisserandes, fileuses, dévideuses, ourdisseuses. Elles sont dans toute la chaîne de production, mais il y avait vraiment des tâches réservées aux enfants très jeunes. Hein, et donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup apprécié cette image d'une petite fille qui fait là un travail que faisaient ses enfants, hein, tous les jours, quotidiennement. Alors après ce moment d'émotion, un autre moment qui ne devait pas être terrible non plus, hein. Alors c'est un historien, Paul Delsal, qui à l'époque où moi j'ai commencé à étudier cela, était lui-même intéressé par ce thème. Il est de Franche-Comté. Et il a vu des travailleuses partout, hein, à une époque où on nous disait elles n'existent pas. Donc il les voit dans les champs, dans les bois, dans les vignes, mais également dans les mines. Les mines emploient également une importante main-d'œuvre féminine. Les ouvrières lavent et trient le minerai. Alors on les voit bien là. Alors donc cette image de gauche est tirée de là, hein, et on voit bien donc qu'elles portent des charges très lourdes. Et pareil, elles ne paraissent pas misérables, ces femmes. Mais ça, c'est une image du XVIe siècle. Donc les ouvrières lavent et trient le minerai. La distinction sexuelle des tâches n'est donc pas aussi nette qu'on pourrait le croire. Les femmes font du terrassement, du déblaiement. Elles transportent les matériaux, comme le sable, la chaux, les pierres. Elles participent au dressage des échafaudages et des engins. On trouve des femmes travaillant sur des chantiers et aussi dans les forges. Mais là, je les ai trouvées plutôt comme directrices, comme Jeanne-Marie André, son prénom c'est Jeanne-Marie, qui dirige les forges de Moidon, hein, c'est en Loire-Atlantique, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe, on a rencontré, avec mon collègue Bernard Michon, des directrices, hein, dans les forges. Alors, il s'agit de disposer de toute la main-d'œuvre disponible. Il n'y a pas de machine. Le travail au quotidien des femmes est aussi difficile que celui des hommes, ni plus ni moins. Si ce travail salarié peut autoriser une forme d'indépendance, d'autonomie des femmes, on constate que les femmes sont moins bien payées que les hommes pour le même travail. Et on finira même en apothéose au XIXe siècle avec l'imprimerie, où il y aura des contestations d'hommes ne voulant pas que les femmes entrent dans ces ateliers, parce qu'ils savent qu'elles vont faire baisser les salaires, donc ceux des hommes. Et ça, on trouve des traces, hein, au XIXe siècle. Mais ça devait être pareil dans ces siècles précédents, étant donné que les salaires des femmes sont toujours inférieurs. Alors, nous allons passer maintenant à un autre domaine, mais qui sera très proche de nous, puisqu'on va parler de la pêche, de l'eau, de la mer. Donc ici, une image du Moyen-Âge. Alors, elle m'a fait rire, cette image, parce que je ne sais pas si vous voyez pourquoi, parce que, bon, ici, on voit un homme qui pêche, un autre là qui... Mais de l'autre côté, vous avez cette femme qui aide, donc qui pêche, hein, qui aide l'homme, mais elle a des fagots. Donc, elle fait deux choses à la fois. Pas l'homme, lui, il ne peut pas.
Donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Alors, on va arriver quand même, après cette petite plaisanterie, aux paludières, puisque nous avons commencé par les paludières. Alors, on note leur travail dans les salines, bien sûr, et leur rôle prépondérant dans ce milieu, dû à l'absence des hommes partis en mer. Et alors, à droite, donc, je vous ai mis une autre image des paludières, mais plus récente, hein, à mon avis, c'est 19e. Mais je vous ai mis surtout une paludière, c'est pas une paludière, excusez-moi, c'est une croisicaise. C'est une croisicaise, donc elle est très riche, hein, c'est une roturière riche, elle est très bien habillée et elle est donc dans ses activités au croisic, le croisic donc bien sûr le sel. Et je vais vous parler de Marie Agouette, qui est un personnage que j'ai rencontré lors de ma thèse aux archives départementales de Loire-Atlantique. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. On m'a contacté d'ailleurs au Croisic pour me faire parler d'elle. Hein. Il y a une plaque, j'espère, parce qu'il devait la poser, avec son nom. L'itinéraire de la vie de Marie Agouette à Guérande semble singulier. En effet, j'ai trouvé qu'un seul cas, hein, comme elle, mais vous verrez quel cas. En 1548, Pierre Agouette, son grand-père, est marchand et marinier. Il achète 10 œillets de marais à des membres de la famille de sa femme, Marie Moisan. Marie Agouette naît en juillet 1560 et perd ses parents très vite, donc elle est orpheline. Hein, c'est pour ça que je vous parle de ses grands-parents et pas de ses parents. Et elle fait fructifier les biens dont elle hérite, parce qu'en plus elle est seule à hériter. Marie Agouette devient une bourgeoise. Alors une bourgeoise au Croisic signifie qu'elle est propriétaire de bateaux. Hein, ce n'est pas parce qu'elle habite en ville. À sa mort, son patrimoine doit être immense, composé de nombreux... Je n'ai même pas voulu faire l'inventaire, il y en avait trop. Composé de nombreux œillets à sel, de terres, de vignes, de maisons et de parts de navires. En 1640, je vous rappelle qu'elle est née en 1560, hein, j'ai son acte de naissance, quoi, son acte, elle est sur le registre hein, paroissial. Donc en 1640, Marie est encore vivante. Son arrière-petite-fille se marie avec Pierre Gégaud, d'une famille anoblie au XVe siècle. Elle se prénomme Marie, comme son aïeule. Son nom patronymique, Cramézel, rappelle que sa propre mère, Barbe Jumelle, la petite-fille de Marie Agouette, s'est mariée avec un noble du pays guérandais. Donc en 100 ans, la famille Agouette, d'extraction roturière, a acquis ses lettres de noblesse. Donc ça, c'est faisable fin 16e. Hein. Après, ça sera beaucoup plus difficile. Et nous allons donc passer de la pêche et du sel à nos marchandes. Alors, voici donc quelques marchandes. Alors, au Moyen-Âge, vous voyez, à chaque fois, c'est Sophie Cassagne-Brouquet dont je tire les illustrations. Elle a fait de très beaux livres avec de très, très belles illustrations que je vous recommande. Donc, ici, nous avons on va appeler ça des tripières. Hein, elle travaille sur des vissières. Et voilà, toutes les deux, pendant que les hommes, manifestement, je ne sais pas, soit mangent, soit mettent la table. Donc, c'est un peu inattendu hein, comme image. À droite, les métiers de bouche, donc les boulangères dans le Quercy. Hein, et vous voyez, donc, comme je vous le disais, il n'y a pas qu'en Bretagne hein, ou dans la France de l'Ouest où les femmes boulangent. Vous voyez, c'est assez répandu. Donc, chez les marchandes, on peut citer les boulangères, les bouchères. Les bouchères, à l'époque, elles vendent également le poisson. Elles font les deux, hein, au début du XVIe. C'est après que ça va changer, elles vont se dissocier. Il y a les tripières et les hôtelières, et puis plein d'autres. Moins attendu est a priori la présence des femmes dans les ouvrages qui traitent d'activités que l'on a cru pendant longtemps réservées aux seuls hommes. Ainsi, dans sa thèse sur Messieurs de Saint-Malo, les négociants de Saint-Malo sous Louis XIV, André l'Espagnol, qui est décédé malheureusement il y a peu, est lui-même étonné de rencontrer des femmes dans son corpus. Il le note en précisant qu'il les écarte de son sujet parce qu'il n'est pas préparé hein, à les rencontrer. Il ne savait pas quoi en faire, voyez. Mais il reprend cette question dans un article remarquable qu'on cite toujours hein, dès qu'on traite des négociantes. Donc cet article remarquable est sur les femmes négociantes sous Louis XIV et qui est paru en 1989. Donc moi, quand 10 ans plus tard, je travaille sur les négociantes avec Bernard Michon, et bien sûr, le seul article que nous trouvons,
c'est le sien. Alors, ces marchandes, alors je vous ai mis une photo que j'ai faite récemment, il y a un mois et quelques, au musée de Nantes. Et c'est une pourvoyeuse de légumes que j'ai trouvée très belle, du XVIe siècle. Et alors bien sûr, quand j'ai lu là, le petit écriteau, là, j'ai été très déçue parce qu'en histoire de l'art, ils ont une autre vision que moi. Ces légumes donnent prétexte à un discours moral et religieux. Le chou et la carotte sont des symboles sexuels. Moi, je ne l'avais pas vu, franchement. Et donc, moi, je garde là. Puis il y a d'autres, donc je vous dis pas tout. Hein. Voilà, on va garder l'image de la pourvoyeuse de légumes, hein, pour notre propos. Et voici d'autres marchands. Donc, une autre marchande ici, voilà, au XVIIe. On reconnaît tout de suite que le costume change. Donc là, voilà, donc nous sommes au XVIIe. Et à gauche, toujours au XVIIe, un autre type de marchande, qui est la Galerie du Palais d'Abraham Bose, sur l'île de la Cité. Et nous voyons derrière, vous voyez, le comptoir, des femmes qui servent. Donc, on va quitter ce monde pour aller pendant un certain temps, jusqu'à la fin de cette conférence, dans les ports. Alors, l'image d'Épinal, qui représente la poissonnière comme une femme âgée, tenant son panier de sardines sous le bras, eh bien, c'est une image d'Épinal. À côté des femmes qui revendent le poisson au détail et parcourent les rues des villes avec leurs paniers, il y a celles qui vendent leur poisson en gros, qui possèdent un emplacement sur le marché, ces dernières étant parfois de véritables entrepreneuses. Alors, les sources notariales regorgent d'actes citant les femmes marchandes, et certaines d'entre elles participent au trafic régional et national, au trafic maritime et international. Nous les trouvons dans les grandes villes comme Paris, Orléans, Angers, Lyon, Toulouse, mais surtout, bien entendu, dans les ports, et les ports atlantiques comme méditerranéens. Bordeaux, La Rochelle, Marseille pour la Méditerranée, Nantes, Lorient, nous y sommes, Saint-Malo, Le Havre, etc. Dans la péninsule ibérique, en Italie, en Angleterre, dans les Flandres, en Allemagne d'aujourd'hui, dans les pays du Nord, de la Baltique, partout. Elles sont partout présentes. Alors, je vous ai mis quelques représentations ici, donc, pour vous dire que nous n'allons pas parler de ces femmes-là, des tavernières ou des prostituées. Bien sûr, les ports, c'est aussi autre chose. Et nous avons ici donc une représentation du XVIIe siècle d'un emplacement, donc d'une marchande de poissons. Et à droite, je vous ai mis le portrait d'une femme dont je ne veux pas vous parler, mais j'ai le portrait. C'est Anne Auchiel, qui est l'épouse de Guillaume Groux, fin XVIIe, et qui est une grande négociante à Nantes. Non, je vais vous parler d'une femme dont je n'ai pas le portrait, c'est ça qui est malheureux, une marchande de poissons à Nantes qui s'appelle Jeanne Couillot. Elle est la femme de Guillaume Frappet, et elle est maître, qui lui est maître de gabarre. Alors les gabarres, vous savez, j'aurais pu vous mettre une illustration d'ailleurs, c'est ces bateaux plats donc ils viennent chercher les marchandises dans le port de Nantes, et ils remontent avec les gabarres, ils transvasent. Et je cherchais le mot m'échappe, le mot de l'époque, et ils amènent les marchandises jusqu'à Orléans. Puis après, ça va être sur Paris. Donc, ces gabarres servent à ce commerce qui est très fructueux. Et ce Guillaume Frappet décède au début des années 1690. Donc là, on est à la fin du XVIIe. Dès 1688, Jeanne, donc avant qu'elle soit veuve, Jeanne Couillot achète un embarcadère. On la trouve déjà chez le notaire. Puis en 1689, elle achète les carpes d'un étang. Elle n'a jamais arrêté son activité, et l'année même de la naissance de son dernier enfant, elle est active. Pendant la période de fertilité, alors là je mets un peu une parenthèse, ces femmes ne s'arrêtent jamais. Alors si elles ne s'arrêtent jamais, c'est parce que l'éducation n'est pas dans leur rôle principal. L'éducation, elle relève de la communauté. Donc si vous êtes en ville, ça va être le quartier, ça va être, si vous êtes un artisan, ça va être votre communauté d'artisans. À la campagne, ça va être le village. Donc ça n'empêche pas les femmes de continuer à travailler. Alors devenue veuve,
cette Jeanne Couillot, elle a 7 enfants en bas âge. Et pourtant, elle rompt le réseau d'affaires de son mari. On pourrait dire, ben voilà, elle va continuer les activités de son mari, elle va rien changer. Pas du tout. Elle change tout et elle s'en reconstitue un autre. Elle entretient des liens privilégiés avec un monsieur qui s'appelle René Fleury, lui-même gabarier. Parce que son problème, c'est qu'elle n'a pas le droit d'être maîtresse gabarière. Elle n'a pas le droit. Donc il lui faut trouver un maître gabarier. Ça va être René Fleury. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, elle lui fait épouser sa fille Catherine. Hein, on reste en famille. Jeanne Couillot développe sa fortune, je parle de fortune, grâce à un premier héritage d'un parent mort, sans descendant direct, puis elle accentue dès lors le rythme de ses activités. Elle achète donc plusieurs gabarres, ça elle peut les acheter, mais elle n'a pas le droit d'être maîtresse et de les conduire. Et elle achète des pêcheries. Pour vendre le poisson, elle acquiert toutes les places à Nantes. Signe de réussite et de prospérité sociale, elle demeure à la fin de sa vie dans la maison de la Bellaudière, à l'extérieur de la ville. Vous voyez, elle a une maison comme les riches, comme les nobles. Mais elle réside toujours à Nantes, dans le quartier de la Sauzet, au plus près du quartier du négoce, pour surveiller ses affaires. Alors à la Bellaudière, elle demeure avec une autre femme. On voit souvent ça, des femmes qui habitent ensemble quand elles sont seules ou quand elles sont veuves. Elle s'appelle Michel Drouin. Et Michel Drouin, je n'ai pas réussi à trouver qui elle était, mais il y a la grande famille Drouin au début du XVIIIe, et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle doit faire partie de cette grande famille d'armateurs à Nantes. Jeanne Couillot est également liée sur le plan professionnel, alors lui on le connaît bien, à Joachim Descazeaux, un des grands armateurs du moment. Donc voilà, donc elle flirte, on va dire, avec les grands armateurs de Nantes. Elle transmet son activité par son gendre à sa fille Catherine au début du XVIIIe siècle. Elle-même devient veuve et elle continue ses activités au XVIIIe siècle. Alors à Auray, pas très loin d'ici, en 1589, Anne Alain, veuve de Mathurin Gauthier, est propriétaire du navire La Paix Couronnée d'Auray, du navire qui se nomme La Paix Couronnée et qui est à Auray, et elle fait pour ses enfants. Elle vend à René Budan de Nantes, c'est comme ça qu'on l'a connue, c'est par les notaires de Nantes, agissant pour Charles Maillet de Saint-Malo, dont vous voyez un peu les réseaux. Le quart de la cargaison de morues que le navire a pêché le long des côtes de Terre-Neuve. Je pense que vous savez bien sûr que les morutiers de Terre-Neuve ont fait la richesse de ces armateurs et armatrices. À Nantes, entre 1719 et 1743, près de 20% des navires morutiers provenant des Sables d'Olonne étaient armés par des femmes. 20%, c'est quand même pas rien. Donc on arrête de dire qu'elles n'existaient pas, ces femmes, quand même. C'est pour ça que j'appuie. À Lorient, une historienne, Karine Audran, qui a travaillé sur l'Orient, a découvert 2 figures importantes du négoce. Alors malheureusement, elle a travaillé sur le XVIIIe siècle, elle n'est pas remontée au XVIIe et XVIe. Jeanne-Louise Granière, veuve Arnoux, et Marie-Victorine Colette, veuve Gérard, donc 2 veuves. Ce sont les plus visibles, les veuves. 2 négociantes confrontées au début de la Révolution, parce que bien sûr, il va y avoir un marasme économique pendant la Révolution, vous pouvez vous en douter. Elles tentent chacune à leur manière de poursuivre et de pérenniser l'entreprise familiale. Alors la veuve Arnoux, Jeanne-Louise Granière, elle ne va pas y arriver. Alors elle est assez âgée et elle n'arrive pas donc à préserver le capital industriel et commercial hérité de Nicolas Arnoux, et elle se lance dans une longue procédure contre la marine sur le montant des indemnités à accorder en compensation de la préhension. C'est ça, l'État a appréhendé le chantier d'armement, et donc elle n'a plus rien, elle. Donc elle n'a pas eu de chance. Ses courriers démontrent un sens aigu de ses intérêts, son aptitude à la négociation et sa ténacité à faire reconnaître ce préjudice, mais malheureusement, elle va connaître la faillite en 1810. Marie-Victorine Colette, qui est cette autre veuve, elle est très jeune, puisqu'elle est veuve à 25 ans, en 1792, donc en pleine tourmente. Elle arrive à poursuivre l'activité en association, avec son beau-frère notamment, pour protéger les intérêts de son fils mineur, en abandonnant sa gestion quotidienne à ses 2 associés. Son remariage avec François-Louis Monistrol, négociant,
expérimenté et inséré dans les réseaux d'échange en océan Indien, donc c'est un personnage important, l'incite à poursuivre le négoce en créant une seconde maison de commerce sous la raison sociale, veuve Gérard, fils aîné, Monistrol et compagnie. Vous voyez, à un moment donné, donc, hein, quand elle se remarie, elle s'efface, elles le font toutes. Hein. Et de nouveau, elle revient à la surface. Toutes ne le font pas. Alors, je vois que l'heure passe, donc je vais peut-être aller un peu plus vite hein, que je n'aurais voulu, mais je voulais quand même vous présenter ces deux illustrations que j'adore, parce que c'est du XVIe siècle. Et là, on voit, c'est dans un livre de Chasseneux, et on voit donc une belle illustration d'une femme, pas négociante, hein, le mot n'existe pas, mais marchande, en gros. On voit des registres, on voit des drôles de choses, on voit beaucoup d'argent, des ballots. Un navire, ça signifie qu'elle fait du commerce international. Et des pots de castor. Donc, c'est une femme très, très riche, manifestement. Et à la fin du siècle, une autre femme, alors c'est un peu différent, elle n'a pas de bateau, elle. Elle a toujours les ballots, elle a toujours des registres, mais vous voyez, elle a des algorithmes, des tables mathématiques. Donc, c'est une femme très lettrée. Hein. C'est une savante qui est également marchande. Voilà, deux autres, celle-là, vous devez la connaître, hein, elle est très connue, Le prêteur et sa femme. Donc sa femme qui a un livre hein, et qui surtout regarde ce qu'il fait. Pourquoi elle est intéressante, cette image? Parce que dès que le mari s'absente, hein, le marchand ou le prêteur va s'absenter, elle doit se substituer à son mari. Donc il faut qu'elle soit compétente. Et s'il meurt, alors là, il faut qu'elle reprenne le commerce. Donc il faut qu'elle ait toutes les compétences. Et à droite, bon, une officine de changeurs. Alors le change à l'époque, c'est une calamité. Moi, je ne veux pas travailler là-dessus parce que je n'y comprends rien. Donc j'ai abandonné pour tout vous dire. Donc c'est vraiment avoir des compétences importantes hein, pour ces femmes. Donc je vais peut-être accélérer. Je voulais vous parler de Marseille, mais bon, sachez donc qu'il y a des femmes importantes à Marseille depuis le début hein, du XVIe siècle. À Nantes, il y a une particularité. À Nantes, ce sont les immigrés espagnols. Et donc, nous trouvons beaucoup de femmes marchandes bourgeoises, comme il est dit, espagnoles, et également mariées à des Espagnols. Mais très vite, hein, leurs enfants vont se marier avec des Nantais. Et il y a une femme, donc, dont c'est le cas, qui s'appelle Marguerite Poulain, qui est la femme de Pierre d'Espinoze. Donc, Espinoze, c'est un Espagnol, ou fils d'Espagnol. Et lui s'est marié avec Marguerite Poulain. La famille Poulain est très puissante à Nantes. Hein, il y aura des maires qui s'appelleront Poulain, dont un de ses frères d'ailleurs. Et je vais vous raconter cette anecdote que je dis toujours hein, pour bien montrer l'évolution hein, des stéréotypes. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Paul Gelin, je crois qu'il était historien au début du XXe siècle, hein, Paul Gelin. Et il a rencontré Marguerite Poulain, seule femme à être enregistrée comme membre de l'association des Espagnols qui s'appelait la Contractation. Alors, je n'ai pas l'accent. Et voilà ce qu'il dit, Paul Gelin, au XXe siècle. De toutes les femmes qui illustreront la Contractation, les trois plus considérables au début du XVIIe siècle étaient celles de Burguès, originaire de Burgos, en Espagne. Alors, nous avions d'Espinoze, de Marquès, en nombre égal, et toutes d'extraction espagnole. Puis venait la famille nantaise des Poulains, avec Madame, on ne dit pas Madame au XVIe siècle, hein, déjà il y a erreur, Marguerite Poulain, qui sans doute dirigeait momentanément l'entreprise de son mari décédé, car son nom disparut de la liste des membres peu après 1603-1605. Ah bah oui, elle est morte, donc c'est sûr. Or, dans une assignation du Parlement de Rennes du 17 mars 1573, Marguerite est déjà nommée veuve de Pierre d'Espinoze, soit 30 ans avant. Et donc, elle a remplacé son mari quand elle est devenue veuve. Donc, le terme « momentanément » employé par Paul Gelin est donc, je dirais, mal à propos. L'historien était certainement surpris de la présence d'une femme, alors c'est vrai qu'elle est seule hein, en 1603, c'est vrai, au sein d'une institution aussi importante, à une place qu'il considérait, lui, réservée aux hommes. Nous retrouvons le même phénomène à Rouen, par exemple avec Marie de Quintana-Douanès,
Et toujours à Rouen, on a d'autres veuves de marchands espagnols, même de femmes donc de souche française, hein, je dirais, mariées à des Espagnols. On en trouve partout. Donc ces populations immigrées viennent d'Espagne, puis après ils vont venir du Portugal à partir de la fin du XVIe siècle. Alors là, ça sera une population juive, hein, qui fuit les persécutions de Philippe II. Au XVIIe siècle, elles viennent de Hollande, puis d'Irlande. Donc il y a toujours eu des migrations suite à des persécutions, soit religieuses, soit politiques. Et donc ces femmes, soit suivent leur mari, soit arrivent seules, hein, et elles s'installent dans les grands ports parce qu'elles ont des réseaux, hein, par la famille. Hein. On ne fait pas un réseau seul, il y a toujours la famille autour, ou la belle famille. Ça, c'était le cas de ma Jeanne Couillot. Et donc ces femmes s'installent à Bordeaux, à Nantes, à Rouen, etc. Alors, quel est leur trafic? Eh bien là, je vais sauter aussi, parce que je vois que je suis trop longue. Et donc, parce que je vais vous parler de quelque chose de très important après, et là, je ne veux pas sauter cette partie-là. Mais on les retrouve donc à Bordeaux, donc à la pêche à la morue. On les trouve qui exportent du vin, bien sûr, à Bordeaux. À Rouen, elles exportent des textiles vers l'Espagne, et en retour, elles reçoivent de la cochenille, parce qu'il y a toujours, hein, c'est un aller-retour dans les marchandises. J'ai une Catherine Huette qui reçoit de Cadix des barres d'argent. Donc là, c'est quand même le haut, hein, de la marchandise. Il y a aussi, toujours à Rouen, on dit qu'elles ne sont pas créatrices. Ben, moi, j'ai une Anne Collier, veuve de Lucas Legendre, qui crée, hein, qui participe à la création de la Compagnie du Canada. Hein, vous voyez? Et elle est membre de celle du Sénégal, même si elle ne l'a pas créée. Nous avons à La Rochelle, pareil, c'est le vin. Le vin est quand même une denrée fréquente, hein, mais il y a aussi le sel, bien sûr, et puis bien plein d'autres choses. Donc la morue, hein, ça, on l'a vu et revu, etc. Alors je vais quand même, je ne vais pas sauter Marie Boucher, parce que Marie Boucher est un cas que j'aime particulièrement et que nous avons découvert avec mon collègue de Nantes, Bernard Michon. C'est surtout lui qui l'a découverte d'ailleurs. Entre autres, cette femme, elle est marchande, elle est banquière et elle affrète des navires. Elle est une femme de confiance qui relaie des affaires entre les marchands à Nantes et d'ailleurs. C'est une véritable femme d'affaires de la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors là, nous avons beaucoup écrit avec Bernard, donc vous pouvez trouver beaucoup de choses sur elle en ligne. Et les informaticiens l'adorent. Parce que je leur ai donné, nous leur avons donné nos données, hein, pour que des informaticiens puissent faire des expérimentations. Et donc Marie Boucher a une vie internationale aujourd'hui grâce aux informaticiens. Vous voyez, comme quoi, je suis sûre qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle est morte. Hein. Marie Boucher, c'est un nom, Marie, hein, bien sûr, on en a trop, et Boucher est un nom comme Martin, hein, aujourd'hui. Donc on ne peut pas retrouver ces traces de naissance et de mort. Mais on sait quand même des choses sur sa famille qui seraient apparentées certainement à des familles espagnoles. À partir de 1640, elle semble utiliser donc tous les réseaux d'affaires et de familles vers l'Espagne, le Portugal, mais aussi vers Amsterdam. Et le patronyme Boucher vient, à mon sens, certainement de Boucher, B-U-S-C-H-E-R, qu'elle aurait, ou ses parents ont francisé en Boucher. Et donc, il y aurait certainement une apparenté flamande ou germanique. Et puis, elle commerce avec les îles. Et au tout début du commerce des îles, c'est avec Saint-Christophe, dans les Caraïbes, où a émigré son père, Jean, au début du XVIIe siècle. Alors, il fait partie vraiment des premiers colons vers les îles. Et si son cas est précieux, ce n'est pas seulement en raison de ses activités de banquière et de commerce transatlantique, on en a d'autres, hein, aussi, mais parce qu'elle a été une fille seule. C'est-à-dire qu'elle était célibataire. Elle ne s'est jamais mariée. Et je l'ai même retrouvée à Paris, voyageant, alors qu'on dit que les marchands ne voyagent pas pour des affaires familiales. Et elle est à Paris et elle en profite aussi pour ses propres affaires. Donc, elle est seule, elle voyage. Et quand elle part, comme elle n'a pas de mari, qu'elle n'a pas d'enfant, eh bien, sa boutique à Nantes est confiée à sa sœur Rose. Donc on reste en famille parce que c'est la confiance qui exige qu'on reste en famille.
Donc, après ces femmes puissantes, nous allons nous attarder sur l'évolution du travail des femmes à partir du XVIIe siècle. Et là, on change de registre. On change de registre parce que, au XVIe siècle, en Europe, une idée émerge, celle de l'enfermement des mendiants et des vagabonds dans les maisons de travail forcées. Vous voyez, on change de registre. Fini l'oisiveté, fini la mendicité, pourtant des valeurs catholiques, chrétiennes, je dirais plutôt, au Moyen-Âge. Il faut travailler pour se nourrir. Et ça, c'est pour ça que je disais catholique, parce que là, nous passons dans un autre monde. Nous passons à la réforme catholique. En France, en raison des guerres de religion, il faut attendre les années 1650, parce que les guerres de religion ont bien sûr, c'est une guerre civile, terrible. Je pense que vous connaissez tous et toutes. Il faut attendre les années 1650, donc après la reconstruction du Royaume de France, pour voir ces dispositions mises en œuvre au sein de l'hôpital général. C'est une nouvelle institution dont le modèle vient de l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'un hôpital général? L'hôpital général est tout à la fois un dépôt de mendicité, un asile d'enfants trouvés, un refuge pour les femmes de mauvaise vie, une maison de retraite pour les vieillards de tout rang, nobles ou roturiers, un asile d'aliénés, une maison de force, une maison de détention et de correction. Mais aussi, ce sont des ateliers, ce sont des manufactures, ce sont des commerces tenus par des hommes et des femmes, des artisans, des commerçants. Vous voyez, c'est tout ça un hôpital général. C'est un hôpital social. Les hôpitaux à l'époque, on les appelle les hôtels-dieux. Donc ces hôpitaux généraux permettent de réquisitionner une main-d'œuvre à bon marché qui est employée dans les manufactures et dans des ateliers installés souvent au sein même des bâtiments de l'institution. La ville de Nantes, c'est l'hôpital général que j'ai étudié, se dote très tôt d'un hôpital général, dès 1650, avant même l'ouverture de l'hôpital parisien. Alors à Paris, vous avez deux hôpitaux, vous en avez trois même, mais il y en a le troisième, j'ai oublié son nom, c'est Saint-Joseph, je crois. Mais vous avez surtout la Salpêtrière, qui est devenue un vrai hôpital, la Pitié, et vous avez Bicêtre, qui est aussi devenu un vrai hôpital, au Kremlin-Bicêtre. À Nantes, ce sont les bâtiments d'un ancien sanita, comme on les appelle, donc là où on mettait les gens atteints d'une épidémie, et le nom sanita est resté. Donc on appelle l'hôpital général de Nantes le sanita. Alors ici à Lorient, ou plus exactement à Port-Louis, il fut créé tardivement, en 1709. Il y en avait d'ailleurs partout, des hôpitaux généraux. Il y en avait en Bretagne, à Vannes, en 1677, sa création. À Rennes, créé vers 1679. À Dinan, en 1685, je crois que j'ai la date exacte. À Saint-Brieuc, après 1656, donc assez tôt. Et à Saint-Malo, vers 1660. Mais il y a aussi Guingamp, Quintin. Dans toutes les villes, vous avez un hôpital général qui est créé. Alors, l'hôpital général de Nantes, le voici. Vous avez ici un plan. Alors là, il va falloir que je me lève parce que je ne vais pas le voir autrement. Donc ici, vous avez l'entrée avec un grand corridor. Vous l'avez ici, c'est une photo de 1900 à peu près. Et on voit, vous voyez, le porche date du 18e. Et là, vous avez donc cette entrée, ce grand corridor, et qui aboutit à une cour où se trouvaient donc les artisans et les marchands. Et vous aviez un énorme jardin, donc c'était quand même assez agréable. Et ici, vous avez la chapelle, la cour des hommes et la cour des femmes. Et puis ici, c'était plutôt pour les prostituées et les aliénés, la maison de force, je crois, etc. Donc c'était une ville dans la ville, parce que vous avez bien des murs tout autour. Voilà. Et ici, c'est le quai de la Fosse, donc il donne sur la Loire. Il ne faut pas être loin des bateaux, surtout. Alors, parlons d'abord des enfants. Les enfants intègrent l'institution par deux voies différentes.
Premièrement, les enfants abandonnés. Il y en avait énormément, énormément. Ils sont appelés les enfants exposés. Ils résident en premier à l'Hôtel-Dieu, hein, quand ils sont abandonnés petits, hein, bébés. S'ils ne sont pas malades, ils partent pour le Sanitas à l'âge de 10 ans. Ils doivent être au travail à 10 ans. Deuxièmement, pour les autres enfants qui n'arrivent pas de l'Hôtel-Dieu, eh bien, ils sont ramassés, on va dire, hein, dans les rues. Ce sont les enfants et les adolescents mendiants ou seuls, je dis bien ou seuls, qui sont ramassés dans les rues de la ville et amenés au Sanitas par les sergents. Ces sergents ont un nom, ils s'appellent les chasse-gueux et les chasse-gueuses. Ces enfants sont nommés aussi les enfants de police. Alors, pour vous dire qu'ils ne sont pas abandonnés, c'est que dans les règlements, alors il y a X règlements, hein, ils sont obligés d'améliorer, on va dire, leur règlement à l'hôpital général régulièrement. Eh bien, ces enfants ont interdiction de voir leur famille, sauf le dimanche. Là, les familles peuvent même entrer dans l'hôpital général. Pour vous dire que simplement, ils étaient seuls dans les rues. Hein. Ou ils pouvaient être aussi mendiants, mais ils pouvaient être seuls dans les rues en train de jouer, ils étaient ramassés. Ça vous montre quand même une société, hein, ce qu'elle est. Alors, en ce qui concerne les filles, les enfants-filles, eh bien, elles deviennent de jeunes ouvrières, ou alors on trouve aussi des femmes qui sont pensionnaires, souvent des veuves, qui payent pour vivre au sein du Sanitas. Mais vous avez aussi des hommes veufs, hein, ou âgés, hein, sans famille ou avec famille, qui vivent dans une maison de retraite, hein, aussi. Et donc, vous avez chez les femmes donc, des femmes aliénées et des femmes prostituées. Je dirais tout de suite pour les garçons, que les garçons, eux, très vite, on va les amener, on va les forcer à partir sur les bateaux et devenir mousses. Or, les mousses meurent très facilement, hein. Il y a une mortalité très importante. Donc, ils partent à l'âge de 12 ans et beaucoup ne reviennent pas. Et ils sont maltraités, ces enfants, hein. Mais je vais plutôt vous parler, puisque je vous ai parlé des négociantes, hein, de ces femmes puissantes, je vais vous parler plutôt de l'encadrement des pauvres et des pauvresses. En 1674, apparaissent les sœurs servantes qui succèdent aux servantes à gages. C'est-à-dire qu'au début, elles sont payées, et un jour, et j'y reviendrai, eh bien, on va dire non, vous ne touchez plus aucun salaire. Elles sont laïques, donc ce ne sont pas des religieuses, et elles effectuent leur travail bénévolement. Ce sont des personnes pieuses qui se consacrent aux pauvres. Alors, un archiviste qui s'appelle Léon Maître a fait un travail remarquable au XXe siècle sur l'hôpital général, ou au XIXe, je dis peut-être des bêtises, hein, c'est le XIXe siècle, sur l'hôpital général. Et Léon Maître disait que le même engouement chez les hommes ne fut pas couronné de succès. Donc, nous, les femmes, on se fait avoir. Hein, voilà ce que ça veut dire. Le modèle semble être celui des filles de la charité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les filles de la charité, mais là, je ne vais pas m'étendre. Je vous renvoie à Louise de Marillac, hein, la damoiselle Legras, hein, qui est à l'origine de ces filles de la charité, et à Saint-Vincent de Paul. Ces sœurs servantes sont recrutées par les commissaires sur des critères de bonnes mœurs, après avoir fait leur temps de probation et donné des preuves de leur charité, de leur zèle au service des pauvres. Mais nous allons remonter au début, hein, du Sanitas. Et je reviendrai à ces servantes tout à l'heure, dans une minute. Pendant les 20 premières années, seuls des hommes dirigent la maison de charité. Et ça ne fonctionne pas. Bon, on le lit dans les comptes, on le lit dans les règlements, ils ne s'en sortent pas, ils n'y arrivent pas, c'est le bazar. Tout le monde entre, sort, les règlements ne sont pas du tout respectés, etc. Mais en 1670, une femme appelée la supérieure, alors au XVIIIe siècle, elle sera nommée intendante. Cette supérieure vient renforcer l'équipe de direction. Son rôle est celui d'une gouvernante, hein, c'est un rôle très fréquent chez les femmes à cette époque, avec une autorité étendue sur les pauvres enfermés et les sœurs servantes. La première supérieure, qui arrive en 1670, se nomme Thérèse de l'Aigle ou de l'Aigre, on arrive mal à lire le nom. Nous ne savons pas grand-chose sur elle, hein, à l'exception de son âge, elle a 40 ans. Et elle est native de Nantes. Mais on ne sait pas si elle est célibataire, on ne connaît rien d'elle.
La seconde supérieure prend sa charge en mars 1673. Donc soit elle est morte, la première, soit elle est partie. Cette seconde supérieure se nomme Angélique Marie Martin de la Vernade. Nous en savons beaucoup plus sur elle en raison d'un scandale. La supérieure envisage de se marier. Le 6 août 1674, 2 directeurs rencontrent des parents de la supérieure afin d'empêcher son mariage. La raison invoquée est l'inégalité de conditions entre les 2 futurs fiancés. Mais a priori, ce n'est pas vrai. Les parents refusent d'intervenir. Eux, ils sont très contents. Et donc, les directeurs s'empressent alors de demander à la supérieure de rendre ses clés et ses comptes. Il semble donc incompatible en 1674 que la supérieure puisse être mariée. Le célibat semble exigé. Le modèle est donc le couvent, même si ce ne sont pas des religieuses. Et là, la supérieure renonce alors à son mariage. Mais le mal est fait. La damoiselle de la Vernade refuse de remettre ses clés et ses comptes. Cette affaire change les relations entre les sœurs servantes qui, à l'époque, sont payées, elles sont gagées, et la supérieure, parce qu'il y a vraiment une communauté entre les femmes, et elles se tiennent les coudes. Et donc, que fait la direction ? Eh bien, il licencie, si on peut dire, les sœurs servantes, et elles sont remplacées immédiatement par des sœurs bénévoles. À mon avis, ils devaient avoir ça dans la tête, les directeurs. En répercussion, parce que la demoiselle Legras est venue à Nantes, etc. Donc, ils y voyaient certainement un intérêt pécunier. En répercussion, de nouveaux commissaires sont nommés, parce qu'ils trouvaient aussi que les anciens commissaires qui sont à l'intérieur de l'hôpital général étaient trop proches de la supérieure. Et donc, ces nouveaux commissaires sont amenés à mieux contrôler la supérieure et les nouvelles sœurs servantes. La suspicion règne. Pourtant, le 5 janvier 1675, les comptes de la supérieure sont certifiés et arrêtés. Donc, ces comptes sont bons. On n'a rien à lui reprocher. Sa gestion ne semble pas remise en cause, mais une surveillance plus stricte se met en place. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital général du point de vue de la marchandise et de l'industrie. Bientôt apparaît une concurrence aux ateliers. Donc, les ateliers, c'était les artisans de Nantes qui venaient à l'intérieur, donc qui quittaient leur corporation. C'était des artisans donc libres et qui profitaient de la main-d'œuvre, pour ainsi dire, gratuite. Donc, cette concurrence, c'est la Compagnie française des Indes. Voilà, nous sommes à l'Orient, créée par Colbert. Alors, cette Compagnie française des Indes, elle s'installe sur le quai de la Fosse et profite également de cette main-d'œuvre. En 1710, la compagnie réclame des ouvriers et des ouvrières. Alors ça, nous avons donc les actes. On fait venir du Sanita 23 filles et 15 garçons. Donc on les fait sortir. 2 ans plus tard, la même compagnie requiert de nouveau 60 filles et seulement 15 garçons. La compagnie utilise les enfants corvéables pour déballer ou nettoyer sa marchandise. Des petites mains, vraiment petites mains, sans compétence. C'est pour ça qu'ils demandent des enfants. Donc, pourquoi aussi peu de garçons ? Donc, soit parce qu'il y en a très peu en petit nombre, parce que, comme je vous le disais, ils partent comme mousse. Donc, eux, ils sont prélevés. Je ne vous ai pas parlé du tout, parce que je n'ai pas le temps, de leurs activités aux enterrements dans la ville, etc. Mais sachez qu'ils avaient des activités, les garçons, que n'avaient pas les filles. Enfin bon, non, ça serait trop long à vous raconter tout ça, mais j'écris là-dessus, donc ça sera, j'espère, bientôt en ligne. Et la deuxième raison, peut-être que les filles travaillent mieux que les garçons, tout simplement. Ça, on le voit ailleurs. Donc, voilà. Quant aux manufactures, elles y font leur entrée dès 1671 avec la manufacture de la bonneterie. On y trouve également une filerie de laine pour faire les bas. Et en 1694, on trouve aussi une manufacture de points, dentelles et tapisseries. En 1714, une manufacture de cotonnade est établie dans le Sanita et le coton vient du port de Marseille. Mais je ne sais pas après d'où il vient pour arriver à Marseille. Enfin, une raffinerie de sucre s'installe à la porte du Sanita et bénéficie de la main-d'œuvre à bon marché. Là aussi, j'aurais pu vous raconter toute l'histoire de la raffinerie de sucre avec le Sanita, mais bon, voilà, sachez qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu des essais, etc.
Les négociants de la place de Nantes puisent dans cette main-d'œuvre et l'artisan doit céder une place de plus en plus importante aux manufacturiers. L'organisation du travail basée sur l'apprentissage, ça c'était au début de l'hôpital général, qui permet à des individus de devenir des travailleurs ou travailleuses qualifiés et rémunérés, évolue vers une mise au travail dans les manufactures où la qualification n'est plus aussi élevée. La fabrique du travail industriel est ici perceptible. On change d'époque, on change de société. Car la main-d'œuvre à bas coût favorise l'expérimentation de nouveaux outils, de nouveaux métiers et de nouveaux produits dans les manufactures installées, soit à l'intérieur de l'hôpital, soit à proximité, comme la raffinerie de sucre. Nous ne savons pas faire du sucre blanc. Donc il a fallu faire des expérimentations pour arriver à faire ce sucre blanc. Et là, la main-d'œuvre bénévole, gratuite, bénévole, bien sûr, c'est une plaisanterie, eh bien, leur permet de faire des expérimentations. Et ils vont arriver à trouver comment faire du sucre blanc. Alors, quel est l'avenir des jeunes femmes à la sortie du Sanita ? Eh bien, la première porte de sortie était, au début de l'hôpital général, de s'installer en ville grâce à leur métier. Elles pouvaient filer, elles pouvaient être des couturières, etc. etc. À l'âge de 20 ans. Elles devaient travailler jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, elles arrivaient à 10 ans et pendant 10 ans, elles étaient formées et elles travaillaient, donc, pour ainsi dire, sans salaire. À leur sortie, on leur donne un vêtement, on leur donne un petit pécule. Enfin bon, c'est pas grand-chose pour les 10 ans de travail. Alors, nous l'avons vu, les filles peuvent acquérir un métier, comme les garçons, auprès des différents artisans du Sanita. Mais au fur et à mesure de la mise au travail des enfants dans les manufactures et à la Compagnie des Indes, la qualification se détériore automatiquement. Donc, ils n'acquièrent plus ce métier. Et cette porte de sortie se ferme. Ces femmes fragilisées sont recrutées en masse dans les manufactures et la Compagnie des Indes, mais donc à des prix beaucoup plus bas et sans grande compétence. Et les voici également qui partent pour les îles, pour le Canada, pour le Mississippi, pour le Mississippi. Bref, aux États-Unis actuels. Alors, elles partent donc vers les îles. Je vous ai mis ici, donc, je l'ai trouvé sur un site au Québec. Donc, ces filles de roi, comme parfois on les appelle, à leur arrivée au Québec. Alors, je voudrais surtout vous montrer une qui est très intéressante. C'est celle-ci. Celle-ci, elle est de dos. Et elle accompagne ces filles de roi qui sont bien habillées. Alors, je ne sais pas si elles étaient vraiment si bien habillées que ça. Et qui sont accueillies pour être mariées. Elles partent, normalement, elles doivent être compétentes, elles doivent avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui une profession, alors qu'il y a eu des convois de femmes, de prostituées, de criminels. Mais ça, ils n'en veulent pas dans les colonies. Ils veulent des filles à marier. Donc, elles partent à partir de 12 ans, de Paris, de Nantes, de partout, pour peupler les îles, puis le Canada et aussi les États-Unis, et elles sont toujours accompagnées. Donc nous connaissons par exemple une Marie Maugendre, qui a fait un véritable trafic en Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Christophe. Et nous connaissons une Éléonore Lafayeule, je vous dis tout ça de tête parce que je ne vais pas vous le dire, Lafayeule qui a convoyé des filles de roi au Québec. Donc elles sont connues. Et elles faisaient des allers-retours. Quand on pense qu'elles mettaient 3 mois pour faire un aller dans des conditions terribles, un Maugendre, c'est le début du XVIIe. C'est encore des coques de noix, comme je les appelle. Ce ne sont pas les grands vaisseaux qu'on a, nous, dans la tête du XVIIIe. Et donc, elles faisaient des allers-retours et elles étaient payées pour ça. Et a priori, elles devaient bien gagner leur vie. Et donc, on a trouvé des traces dans tous les ports. Je peux vous citer aussi à La Rochelle, où on trouve, alors c'est toujours intéressant pour leurs activités professionnelles, elles sont nommées comme étant des ménagères, des filles de basse-cour, des torqueuses de tabac. Ne me demandez pas ce qu'est une torqueuse de tabac. Mais elles travaillent dans le tabac et elles sont fouilleuses de terre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire non plus. Et ce sont des contrats d'engagement que l'on trouve donc très très facilement. Ces contrats d'engagement, c'est une durée normalement de 3 ans.
Elles partent donc souvent. Alors là, ce ne sont plus l'hôpital général dont je vous parle. Ce sont des. J'ai sauté là un peu ma transition, mais ces filles donc engagées depuis 1630 à peu près partent quelquefois seules, quelquefois avec leur mari, et donc elles ont des contrats. Mais beaucoup vont mourir là-bas. Hein. Il y a des telles conditions de vie, elles ne s'en rendent pas compte quand elles partent, et elles voient simplement qu'elles vont être payées pendant un certain nombre d'années. Hein. Mais voilà, il n'y a pas qu'à l'hôpital général, hein, c'est ça que je voulais dire, que ces filles, sont originaires, mais aussi des femmes qui, pour des raisons que nous ne connaissons pas, partent à l'aventure. Ce sont des vraies aventurières. Alors, en conclusion, je voulais revenir sur mes idées reçues. Vous voyez, les femmes ne pouvaient pas travailler en dehors de leur foyer. Ben, voyez, donc c'est faux. Il y avait des métiers libres. Il y avait aussi des corporations de femmes, il y en avait quelques-unes. Et de plus, il y a un problème, c'est qu'à l'époque, on travaille aussi souvent à l'intérieur de l'habitation. Les boutiques, vous avez la boutique en bas et la chambre au-dessus. Vous travaillez dans les veillées, dans les fermes, on travaille dans la ferme. Hein. Donc, voilà, donc on ne dissocie pas, voyez, le foyer, la sphère publique et la sphère privée. Hein, tout est mélangé. Donc ça, c'est même idiot comme raisonnement. Pour ces siècles-là, j'entends. Hein. Si les femmes mariées travaillaient, ne pouvaient pas exercer d'activité indépendante de leur mari, eh bien si. Et parce que la coutume de Bretagne, alors là que j'ai beaucoup étudié, la coutume de Bretagne les y autorise. Alors, il y a des choses à respecter, hein, il faut que le mari soit d'accord d'abord, mais elles peuvent le faire. Donc ça, c'est complètement faux. Donc vous pouvez très bien avoir une femme marchande et un mari qui ne l'est pas. Hein. Alors, troisièmement, les filles célibataires devaient chercher à se marier, sinon elles vieillissaient au couvent. Ben, c'est faux. Je vous ai donné plusieurs exemples, dont le fameux exemple de Marie Boucher. Et en plus, nous voyons souvent des filles célibataires qui sont servantes, hein, serviteurs domestiques, qui gagnent donc un certain pécule et qui, au bout d'un moment, investissent leur pécule, par exemple, dans l'armement, hein, dans les ports. Ou alors, elles prennent boutique. Et ce sont des célibataires. Quatrièmement, les femmes qui s'adonnent à une activité qu'on appelle aujourd'hui professionnelle ne sont pas des créatrices d'entreprise. Eh bien, c'est faux. Leur richesse accumulée leur permet d'accéder à des nouveaux commerces, à enrichir leur mari, hein, pour les femmes mariées, d'acheter des terres. On a vu le cas de cette créatrice de cette compagnie tout à l'heure. Et non, je vois, moi, des créatrices. Donc, c'est complètement faux, même si elles ont plus de problèmes que les hommes à y parvenir. Et finalement, je vous le dis, les femmes ont toujours travaillé. Merci beaucoup pour votre attention. J'étais trop longue, je suis désolée. Alors, on avait prévu 1 heure, mais Voilà. elle m'avait un peu prévenue, peut-être que je vais dépasser un peu. Ah oui, pourtant j'ai coupé. Avant juste de terminer, je vais profiter des 5 minutes qui nous restent pour juste 2 choses. La première, c'est que je voulais rebondir sur ce que vous avez expliqué en rappelant au public que vous pouvez regarder sur le site de BCDIA. Il y a plusieurs articles qui sont consacrés au travail des femmes et notamment un article qui vient d'être publié la semaine dernière sur les femmes dans les mines de plomb argentifère à Huelguat-Pulaouen et qui s'étaient révoltées avant la Révolution française. C'est bien, ça, Et on menait une première grève et cela rejoint tout à fait ce que vous avez expliqué avec des travaux de force qui ont été... C'est toi qui fais du... et avec des travaux extrêmement difficiles dans lesquels les femmes étaient entièrement investies. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un article qui vient d'être publié et je me permets de rebondir aussi sur une autre chose que vous avez mentionnée qui est très importante sur les femmes, dans les familles de Castillans, enfin d'Espagnols à Nantes. Et en effet, on a aussi un gros article sur les Castillans de Nantes et bien sûr ça rejoint ce que vous avez expliqué en montrant que par le mariage notamment, par les unions matrimoniales, les femmes ont réussi en partie soit
à s'anoblir parfois, enfin à anoblir leur famille, ou en tout cas à garder des activités économiques. Enfin, voilà, il y a aussi un article donc sur les Castillans à Nantes, et je me permettais de rebondir là-dessus. Et puis peut-être que vous-même, Nicole Dufourneau, vous écrirez un article pour notre encyclopédie à partir de vos notes, parce que c'était vraiment passionnant. Je voulais juste vous demander, parce que ça me semblait important, pourquoi, en fait, à l'époque, à la fin des années 90, parce que je pense que vous êtes un peu une pionnière quand même, vous vous étiez intéressée à cette thématique qui n'était presque pas traitée. Vous avez parlé d'André l'Espagnol tout à l'heure. Oui. C'était très intéressant. Et voilà, c'était juste cette question-là que je voulais vous poser avant qu'on se quitte. Écoutez, c'est personnel. En réalité, c'est personnel parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants. Ils se sont aimés jusqu'à leur mort. Et mon père était limousin. Et au Limousin, vous avez une forme de matriarcat. Et ma mère a été très heureuse avec mon père et qui lui a laissé une liberté énorme. Bon, mes parents étaient de 1918 et 1922, pour vous donner un peu une période. Et donc, nous avons été élevés avec une grande liberté, je trouve, surtout quand je regarde maintenant. Et donc, il y a un certain retour en arrière, je précise. Mon idée. Et donc, voilà, j'ai baigné quand même dans une forme de féminisme, je dirais, de la part de mon père comme de ma mère. Je dirais une forme, parce qu'il n'était pas militant du tout. Et moi, quand j'ai commencé à vieillir, tout ça me semblait naturel. Pour moi, les femmes avaient toujours travaillé, il y avait toujours eu une forme d'égalité, voilà, bon, etc. Même si je connaissais, après j'ai appris que c'était pas vrai. Et que voilà, quand j'ai été, par exemple, chez les parents d'amis, etc. Donc, quand moi j'ai repris mes études et que voilà, je voulais travailler sur les femmes parce que ça m'a semblé normal, étant donné que on disait que les femmes n'étaient pas résistantes. Moi, quand j'étais jeune, ce qui faisait hurler ma mère, qui avait connu des femmes résistantes. Voilà, on disait tellement de bêtises que ça m'a semblé normal de travailler sur les femmes et entre autres sur le travail. Et puis j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup Nicole Pellegrin, qui avait donc travaillé sur les brodeuses, etc. Et c'est elle qui m'a expliqué beaucoup de choses, qui m'a mis le pied à l'étrier. Je cherchais l'expression tout à l'heure. Donc, voilà. Mais pour moi, ça me semblait vraiment naturel, quoi. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup. J'espère en tout cas que si vous le souhaitez, j'espère qu'il y aura un article de vous bientôt sur Bessédia, parce qu'il y avait vraiment une richesse immense. Je vous souhaitais vous dire... Ah bah tiens, je vais peut-être utiliser votre... Je sais pas si vous pouvez... Ah bah voilà. Hop. Le mois prochain, on se retrouve avec Clémentine Commer. Donc là, on revient plutôt au XXe siècle et plutôt après la Seconde Guerre mondiale sur l'évolution du statut des femmes dans l'agriculture. Si vous étiez là en février, cette chercheuse en fait avait eu un accident de vélo juste en venant ici, en allant prendre le train pour venir à la conférence, était tombée et s'est blessée, mais très légèrement. Heureusement, et elle peut donc revenir avec grand plaisir le vendredi 17 mai pour assurer cette conférence qu'elle se réjouissait de vous présenter. Donc je vous dis à bientôt au mois de mai. J'espère que vous serez toujours aussi présente. Et je voulais également dire que pour connaître davantage les travaux de Nicole Dufourneau, il suffit de taper, vraiment c'est facile, son nom sur Google, et vous avez un site qui est extrêmement bien fourni, bien achalandé, sur lequel on retrouve un grand nombre d'articles et de liens où vous trouverez encore plus de détails que vous en avez entendu ce soir. Donc merci beaucoup Nicole Dufourneau, et merci à vous pour votre attention. Merci bien.